Bonjour les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va, on est mardi, il fait un peu doux aujourd'hui, c'est pas désagréable, même s'il fait très humide et cette humidité donne une sensation de froid quand on est dehors, qui est un peu bizarre, mais bon, tranquille quoi. Aujourd'hui c'est mardi, le jeu mardi, c'est tranquille en général, donc je pense que je vais avoir une journée tranquille. En général quand je dis ça après, j'ai du monde, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Donc aujourd'hui, j'ai décidé pas de pousser un coup de gueule parce que c'est pas vraiment le terme, mais de réagir aux propos de l'avocat de Nordal Lelandais, l'homme suspecté de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys. Cet avocat qui hier a pris en otage la presse française et le procureur de la République, et je trouve son comportement inadmissible. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, il est avocat, c'est bien. Ok, il défend son client, ce qui est logique, c'est son métier. Mais par contre, ce qu'il a fait, qui à mon avis n'est pas bien du tout, c'est que ce monsieur, il a aussi attaqué la justice dans ses fondements. Il a attaqué le procureur sur des faits par rapport à 2 témoignages de personnes alcoolisées. Parce que, en fait, quand on réécoute le procureur, parce qu'il faut quand même le réécouter, les 2 personnes qui ont été entendues reconnaissent qu'elles avaient largement consommé de l'alcool lors du repas, lors de la soirée, et que forcément, à partir de ce moment-là, leur discernement, surtout sur le temps, pouvait être complètement faussé. Et donc, ce procureur, cet avocat, dit « Oui, mais ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils ont dit, ils savent ce qu'ils ont fait. » Et moi, je réponds « Peut-être. » Mais si sur 200 personnes, 2 personnes donnent une version différente, faut-il croire 200 ou 2? Le rôle de l'avocat, devant un tribunal, est de faire jouer ce doute, ce qu'on appelle le doute légitime. Ça oui, c'est son travail. C'est l'essence même de son métier. Oui. Mais c'est certainement pas de prendre la justice comme fautive et comme otage. Comment voulez-vous que la justice se passe bien maintenant? Traiter un procureur de menteur, de falsificateur, c'est gravissime. Attention, je ne dis pas que c'est forcément Nordal Lelandais qui est l'assassin. Je n'en sais rien. J'ai une opinion. J'ai un ressenti. Mais je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que rien non plus l'innocente. C'est facile de dire, eh ben oui, c'est pas lui, on ne sait pas. Si on ne sait pas que c'est lui, c'est pas lui. C'est pas faux, mais c'est pas vrai. Quand on ne sait pas quelque chose, on ne sait pas. Point barre. Point barre. Et cet avocat, il vient arracher le cœur des parents en faisant ça. Je ne sais même pas s'il en est conscient. C'est un fou pour moi. J'ai vu la haine qu'il avait, la rage qu'il avait. Contre les médias, forcément contre les médias. Les médias, ils donnent les informations que leur donnent leurs informateurs. Leurs informateurs en général, c'est des procs, des instituteurs en proc, ne fuitent que ce que la justice veut laisser fuiter, parce que ça aide à l'enquête. Ben oui. Alors forcément, lui, il veut désamorcer. Mais j'ai voulu regarder hier, franchement. Je me suis dit, qu'est-ce que cet homme va nous dire? Est-ce qu'il va nous dire que son client va enfin libérer les parents et leur permettre de faire le deuil de leur petite?
Parce que c'est de ça qu'il est question. Hein. C'est le deuil de leur fille. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ces gens ont perdu leur enfant. Et l'autre qui vient de dire, on ne sait pas si elle est morte. Le dernier qui a fait ça, pour information, hein, c'était l'avocat de Jacques Léventreur. On accusait son client de, je ne sais plus combien de meurtres, des dizaines. Hein. Ah non, parce que lui, Jack, lui, il n'y allait pas avec le dos de la cuillère, hein, il tuait par dizaines. Ah non, c'était l'industrie du meurtre. Non, c'est pas beau, hein, faut pas faire ça, non, faut pas finir. Mais, il avait fait ça dans la salle d'audience. D'ailleurs, on ne sait pas s'ils sont morts. Il a dit d'ailleurs, voilà, mademoiselle Antel, que vous dites victime. Et tout le monde s'était retourné dans le tribunal. Parce que personne ne savait où étaient les corps. On n'a jamais retrouvé les corps. Mais il était condamné. En fait, il a voulu jouer un coup de bluff. Et je trouve pas ça beau. Imaginez, vous êtes parent d'un enfant disparu. Vous avez de fortes présomptions, pas de certitude. Et l'avocat fait ça. Ben vous avez mal, hein. Vous avez mal. Vous avez même très très mal. C'est insupportable. Et franchement, moi, c'est ça qui me révulse, qui me dégoûte dans ce qu'a fait cet avocat. Voilà. C'est la première chose que je voulais vous dire. J'ai une grande pensée pour la famille de Maëlys. Je suis comme tout le monde. Je préférerais savoir que cet enfant il est en vie quelque part, retenu contre son gré. Malheureusement, il faut être logique. Et maintenant, il faut juste espérer que les parents puissent retrouver le corps de leur enfant pour lui donner une sépulture, faire le deuil, et puis qu'on puisse se rappeler qu'il y a des monstres qui font du mal aux enfants, même dans les gens qu'on peut connaître, parce que je vous rappelle que c'est un proche de la famille. Voilà. C'était la première chose que je voulais dire. Ensuite, ce matin, j'ai entendu une nouvelle qui, moi, m'a fait de la peine. C'est le décès de Jean d'Ormesson. Alors, pour 99% d'entre vous, c'est un illustre inconnu, c'est un académicien, point barre. Pour moi, Jean d'Ormesson, c'est plus qu'une grande figure de la littérature. C'est un homme d'histoire, un homme de lettres. C'est un homme qui a porté à bout de bras la culture française. On le qualifie maintenant comme un philosophe. Pour moi, c'est pas un philosophe. C'est peut-être un penseur, mais pas un philosophe. Mais c'est un humaniste. Je me rappelle, moi, des conférences de Jean d'Ormesson que nous avions souvent en vidéo quand j'étais dans certains lycées et au-delà. Et franchement, c'était que du bonheur. Jean d'Ormesson, moi je l'ai découvert quand il nous racontait l'histoire de France. Il avait une émission dans les années 70-80, peut-être, hein, je ne sais plus, où il racontait l'histoire de France. Et il le faisait avec une telle passion, une telle envie, une telle bonhomie, que franchement, on était accrochés. Enfin, moi, j'étais accroché. Et je ne pouvais pas décrocher de ce bonhomme. Et à chaque fois, je crois que c'était le dimanche, je regardais ça de mes grands-parents. C'est vraiment vieux, c'est vrai que c'est vraiment vieux. Hein. Je ne suis pas très jeune. Mais franchement, c'était un bonheur infini de croiser ce bonhomme qui nous racontait la France avec un aplomb fabuleux. Après, il a fait des émissions littéraires. Alors, je suis un littéraire et j'aime les livres, je l'avoue. Mais, mon Dieu, quand il te parle d'un livre qu'il a lu, quand tu as fini de l'écouter, tu veux le lire, le livre. Tellement ça chante dans tes oreilles. T'es transporté de bonheur par ce genre de personne. Et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Alors, vous me direz, oui, mais bon, c'est qu'un écrivain. Non. C'est un académicien aussi. Un de ceux qui défend la langue française. Un de ceux qui dit que on peut faire
évoluer la langue sans la détruire. Que si on détruit l'orthographe, on détruit la langue. Un de ceux qui a écrit cette nouvelle encyclopédie. Eh ouais. Parce que c'est beau l'encyclopédie. C'est ça, vous voyez. Tout ça. J'en connais pas tous les mots, je mentirais si je disais ça. Mais nom d'un chien. C'est notre vie, c'est notre culture, c'est notre langue. Et ça, il le défendait. Et ouais. C'est ça. C'était ça, Jean d'Ormesson. Un homme de lettres, un homme de vie, un homme qui nous forçait à nous sublimer nous-mêmes dans la langue française. Je vous dirais bien que je vous invite à le lire. Et je vous invite à le lire. C'est pas facile à lire. Ça demande un effort, comme beaucoup de choses. Mais je vous assure que vous ne regretterez pas si vous le lisez. Ça, je vous l'assure. Ça vous libérera. Il y a des idées fabuleuses sur la vie, la mort, l'existence, l'éducation. Souvent, dans les groupes de parents solo, on cherche des clés d'existence, des clés d'éducation. Et il y en a dedans. Alors vous me direz, oui, mais lui, il est né avec une fourchette, une cuillère en argent dans la bouche. Non, c'est pas vrai, c'est une cuillère en or. Un vrai noble. Un vrai homme, un vrai riche. Mais c'est un noble qui a dépassé sa stature d'homme puissant pour se livrer complètement, mais vraiment complètement, à sa communauté, à donner le savoir aux gens. C'est pas un de ceux pédants qui sont juste là pour faire de l'onanisme littéraire. Les BHL et autres bestioles qui n'existent que par leurs mensonges et leur médiocrité. BHL, lui, il donne pas de leçons de vie. Il donne des clés. D'Ormesson, c'est la vie, en fait. Il nous a toujours parlé de la vie. Et quelqu'un qui parle toujours de la vie, moi je vous le dis, il mérite le plus grand des respects. Reposez en paix, monsieur d'Ormesson. Pour moi, vous êtes un immortel. Et l'Académie française vous l'a rendu en vous nommant immortel. Et vous l'avez toujours été. Voilà. Maintenant, pour finir cette vidéo, je voudrais parler plus d'un point un peu plus sensible. Pas négatif, hein, vous allez voir, c'est pas négatif. Qui concerne nos enfants. Pour les parents solo, pour les autres, vous pouvez couper, c'est fini pour vous. Et souvent, on entend les enfants dire « Oui, mon enfant, il me dit qu'il veut papa, il me dit que quand il est chez papa, il veut maman, quand il est chez maman, il veut papa, je sais pas comment gérer ça, etc. etc. » Souvent, c'est des enfants de 3, 4, jusqu'à 10 ans à peu près. Sachez que vos enfants sont loin d'être cons. Et vos enfants qui agissent comme ça sont parfaitement normaux et dans une logique incroyable. On a tous ça. Nos enfants, ils veulent qu'une chose. Il ne faut pas s'y tromper. Nos enfants, quoi qu'ils en disent, ils veulent que papa et maman soient ensemble. Tous les deux. Si papa et maman ne sont pas ensemble, c'est pas normal. Et donc tout doit être bon pour que papa et maman soient ensemble. Donc je dois faire culpabiliser ma papa quand je suis chez maman, et quand je suis chez lui, et je dois faire culpabiliser maman quand je suis chez elle. Et quoi de mieux pour nous faire culpabiliser de nous dire « Je veux papa, je veux maman ». Et oui, il faut dire la vérité. Nos enfants nous font culpabiliser. Nos enfants nous font payer le prix de nos choix. Rien n'est jamais gratuit dans la vie. Eux, on leur impose une douleur insupportable. Oui, c'est insupportable que papa soit pas avec maman. Je sais, ça peut vous sembler étrange, mais c'est insupportable. Et c'est normal. Ils peuvent pas le vivre correctement, c'est pas possible.
Non, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, nos enfants, ils vont faire en sorte que nous, puisqu'ils ont mal, on doit avoir mal. C'est logique. Enfin, ils le font inconsciemment, attention, hein. Ils ne le font pas pour nous faire mal. Mais inconsciemment, ils vont aller faire des choses qui vont nous blesser plus ou moins. Tiens, papa. Tiens, maman. Et nous, on va culpabiliser. De la même façon que des fois, ils vont nous dire « Je veux plus aller chez papa, je veux plus aller chez maman. » Et là, on va culpabiliser par rapport à l'autre. En disant « Merde, c'est comment je peux faire et tout. » Alors, il y en a, ils en profitent dans ces cas-là. Ils disent « Putain, chouette, il veut plus y aller, on va appeler le juge. Hein. » Alors que l'enfant, il n'est pas en train de vous dire ça. Il est en train de vous dire « Je veux que vous soyez ensemble. » Après, c'est à nous de lui faire comprendre que c'est pas possible. Doucement, avec nos mots, à nous. Peut-être même que si on n'y arrive pas, il sera important de l'aider à comprendre par un suivi psychologique. Pas chez un psychologue, hein, chez un pédopsychiatre. Évitez les psychologues au maximum. N'importe qui peut se mettre psychologue. Hein, et la psychologie de comptoir, il n'y a rien de pire pour un enfant. Allez absolument voir des pédopsychiatres. Ce sont des vrais spécialistes qui ont 15 ans d'études derrière eux, plus 6 ans de psychanalyse. Un psychologue, un mec avec un CAP de chaudronnerie peut se mettre psychologue. Hein. J'ai rien contre les mecs qui ont un BAP de chaudronnerie, attention. Hein. Les chaudronniers, on en manque. Si. C'est pareil, j'entends des parents me dire « J'ai pris rendez-vous avec le psychologue scolaire. » Le truc à pas faire. Sincèrement, le truc à pas faire. Ces gens-là sont des incompétents notoires dont le seul but est de mettre en place des suivis socio-éducatifs avec les PMI et autre chose comme ça. Les assistantes sociales, là, tout ce système qui va vous entraîner dans des trucs de fou parce qu'ils sont tous incompétents. Toutes les assistantes sociales, tous ces gens-là, ce sont des incompétents complets. Ils ne connaissent rien à l'enfant, ils ne connaissent rien du tout. Juste, ils suivent des textes qu'ils ne comprennent pas. Il faut être logique là-dessus. Hein. Les assistants sociaux disent qu'ils sont là pour vous aider, mais ils sont là pour faire des signalements. 80% de leur boulot, c'est les signalements qu'ils vont faire aux autorités en disant que vous êtes des mauvais parents parce que ceci, parce que cela, parce que ceci, parce que cela. Ils sont pires que la peste et le choléra, ceux-là. Hein. Méfiez-vous. L'administration n'est pas bienveillante avec vous, c'est faux. Par contre, ces cons-là, vous leur dites, oui, oui, je sais, mon enfant, il a des perturbations, il est suivi par un pédopsychiatre. Hop, ils sont balayés, parce que là, ils savent très bien que si en face d'eux, ils ont un pédopsychiatre, ils vont pleurer. Mais oui, ils n'ont pas les moyens dessus. Il faut anticiper ces gens-là. Surtout ne faites pas l'erreur de tomber dans le piège des psychologues et psychologues scolaires, etc. Ils ne peuvent rien apporter de bon à vos enfants, soyez-en certains. Ils vont vous piquer ce que vous avez dans les poches et ils vont foutre dans le bordel. Voilà. Vos enfants, c'est en amont qu'il faut traiter. C'est pas quand vous en êtes à être obligé de voir ces catégories de personnes, c'est vraiment que le mal est déjà fait. Et ça, c'est plus compliqué à gérer après. Ça, je tenais à vous le dire. C'est important. Donc, vos enfants, faites-les aider. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de honte. Alors, c'est vrai que des fois, les pédopsychiatres, il faut aller loin. On n'a pas les horaires qu'on veut. Il y a plein de choses qui sont difficiles. Et c'est vrai que ça coûte de l'argent. Si vous avez une mutuelle, vous êtes remboursé, rassurez-vous. Mais c'est vrai que ça coûte de l'argent. Et c'est un enfant, il coûte de l'argent, hein. C'est normal, c'est un enfant. C'est pas une paire de bottes que tu vas jeter. Vos enfants méritent le meilleur. Vraiment, ils le méritent. Et c'est à vous de leur donner le meilleur. C'est à vous. C'est pas à moi. Non, moi, on s'en fout de moi. Donc ça, je tenais vraiment à vous le dire, c'est important. Très important. Et
Et rassurez-vous, vos enfants savent ce qu'ils font. Quand ils sont en difficulté scolaire, ils vous passent un message. Sauf les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, etc. Mais tout ça, ça se travaille. Et ça peut se travailler, entre autres, avec un pédopsychiatre. Vos enfants ne seront pas forcément médecins, avocats ou autre chose, mais on s'en fout. L'important, c'est que l'enfant il s'épanouisse dans ce qu'il fait. Un enfant qui est en souffrance à l'école, il ne s'épanouira pas. Il fera un travail qu'il n'aime pas et il aura une vie qu'il n'aime pas. C'est ça qui est important. L'important, c'est vraiment ce qu'on va donner à l'enfant. Vraiment. Lui donner les clés de son futur. Peut-être que ce qui nous a manqué à nous, je sais pas. On a tous des ressentiments par rapport à ses parents. Mais oui, moi j'en ai, je vais pas mentir. Et j'ai pas, enfin si j'ai des suivis beaucoup plus tard, parce que dans le cadre de mes études c'était obligatoire. Mais mes parents n'étaient jamais là moi la semaine. J'ai été élevé par des nourrices. Quand j'ai eu 18 ans, je suis parti de chez mes parents. J'ai vécu seul parce que j'étais étudiant loin de chez eux. Et j'ai eu un manque, un immense manque. Et je leur en ai voulu. Normalement. Je suis humain, hein. Je suis pas mieux, ni pire qu'un autre, hein. Je suis un humain. Et c'est ça que je veux vous dire. Peut-être que si quand j'étais petit, avec mes parents, on avait été voir un pédopsychiatre 2-3 séances, ils m'ont expliqué que c'est pour mon bien, que mes parents travaillent beaucoup, que patati, que patata. Peut-être que je l'aurais mieux digéré. Peut-être aussi que mes parents auraient plus compris mon manque ou ma douleur d'enfant et m'auraient accompagné plus en changeant de vie. C'est ce que moi j'ai fait pour ma fille et mes parents. J'ai complètement changé de vie pour être auprès d'eux. Est-ce que je le regrette? Non. Non, je ne le regrette pas. J'accompagne mes parents dans leur fin de vie et j'accompagne ma fille dans son début de vie. Ça mérite des sacrifices professionnels, vous croyez pas? Moi, je crois que si. Franchement, je crois que si. Après, vous voyez, là, ce n'est que mon ressentir et ma façon de vivre les choses. Je dis pas j'ai raison. Je dis je pense. Voilà. Donc tout ça, c'est vrai que c'est blessant quand nos enfants nous disent ça. C'est vrai qu'on a mal quand ils nous disent quelque chose. Parce qu'on les aime. On les aime profondément. On les aime même plus que tous, nos enfants. Vraiment. Mais est-ce que Après, le problème, c'est comment on va leur répondre à ça. Et ça, c'est pas facile, je vous jure. C'est pas facile. Et c'est pour ça qu'on est entre nous à s'aider, à s'entraider. Parce qu'on a besoin d'en parler, on a besoin aussi, nous, d'évacuer. Bien sûr qu'on a besoin d'évacuer. Quand ton enfant, il revient, il te dit tous les jours, je préfère être chez maman, je préfère être chez maman. Ben, mais non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, tombez pas dans le piège. Hein? Allez, courage les parents. Courage tout le monde. On est mardi déjà. Hein? Demain c'est mercredi, c'est le jour des enfants. Alors profitez-en. Enfin ceux qui peuvent, ceux qui travaillent, je sais que c'est plus dur. Ils vous le reprocheront, rassurez-vous. Si. Allez. Soyez heureux, rendez heureux. Ça fait 25 minutes que je vous parle déjà. C'est beaucoup. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Et je vous assure que le monde, il n'est pas si pourri qu'on peut le croire. Je vous biche.